Bonjour tout le monde et je vous souhaite la bienvenue à cet épisode du lundi 5 juin de F1 Podcast. Mon nom est Martin Simon avec un C. Et aujourd'hui à l'épisode, retour sur le Grand Prix d'Espagne. Nous allons aussi avoir en fin d'émission le bloc pour les réponses à vos questions. Donc les membres de F1 Podcast, les questions que vous nous avez envoyées au courant de la semaine. Mais pour débuter, tout d'abord, retour sur le week-end de course. Le week-end de course en Espagne qui se mettait en branle officiellement lors des séances de qualification du samedi. Après 3 séances d'essais libres dominées par Max Verstappen, c'était finalement le temps de passer à l'action et de voir ce que les voitures avaient dans le ventre pour le week-end. Nous, on avait discuté vendredi et c'est pas mal ça qui est arrivé. On a eu une belle séance de qualification et c'était ouvert à tout le monde. Oui, on avait fait la prédiction facile comme quoi Max Verstappen décrocherait sûrement la pole position et que c'était un avantage Red Bull sur ce circuit-là aussi. C'est facile là, depuis le début de la saison. Ça a été ça un peu partout. Donc, on continuait dans la même lignée. On prévoyait pas de changement à ce moment-là, mais on a quand même dit que ça pourrait être ouvert à tout le monde. N'importe quelle voiture de tête, donc Mercedes, McLaren, Aston Martin, que ce soit les Alpines, on se disait que toutes ces écuries-là peuvent venir prendre des positions importantes dans le top 10 et c'est ce qui est arrivé lors du week-end. On a eu Verstappen qui a décroché la pole position sans surprise, mais il a été suivi par Carlos Sainz, un héros local, Grand Prix d'Espagne, un Espagnol. Sainz a réussi à signer le deuxième temps. Et ensuite, Lando Norris avec une McLaren, 3e position. On avait dit, ça a été le pilote le plus rapide en piste dans les derniers tours à Monaco. Est-ce que McLaren pouvait poursuivre sur cette lancée-là? Eh bien oui, on a réussi à extraire de la performance de la voiture et être capable de signer une 3e position pour Norris. Je suis vraiment content de le voir là. C'est un pilote qui mérite de compétitionner avec les meilleurs de son sport. Il mérite d'être là à l'avant. Des fois, je sens qu'il y a un petit peu de découragement qui s'installe. Puis même des fois, je trouve que il est un peu trop confortable dans cette position-là. J'aimerais ça le voir plus fâché, plus demander plus de résultats de la McLaren. Je sais que chaque pilote a une attitude un peu différente, mais des fois d'avoir un peu plus de hargne de Lando Norris, d'imposer un peu plus de pression sur son écurie pour aller chercher des meilleures performances. J'aimerais ça le voir ça. Ça veut pas dire que parce qu'il ne le fait pas devant les caméras, il ne le fait pas à l'arrière. Ça aussi, il faut garder ça en tête. Mais des fois, j'aimerais ça voir peut-être sortir dans les médias puis dire un peu là comme c'est inacceptable, je veux mieux, moi je veux gagner, je veux être à l'avant, je veux gagner un premier Grand Prix en carrière. Donc à McLaren de me livrer la voiture pour être plus compétitif à chaque week-end. Donc j'aimerais ça le voir des fois aller mettre un peu plus la lumière sur son écurie pour aller chercher des meilleures performances. Donc, 4e, ça a été Pierre Gasly avec une Alpine. Ça aussi, très belle nouvelle de voir ça. Sauf que, par contre, il a fait la même erreur que Charles Leclerc avait faite à Monaco. Il a bloqué un adversaire en piste, mais il n'a pas juste bloqué un, il en a bloqué 2. Donc, il l'a fait pendant la Q2, puis il l'a fait aussi pendant la Q1. En Q2, c'était sur Max Verstappen, puis en Q1, c'était sur Carlos Sainz. Donc, ça lui a valu 2 pénalités de 3 positions sur la grille. Donc, sa 4e place est devenue une 10e place pour le Grand Prix de dimanche. C'est un peu décevant. C'est le même genre d'erreur comme on a dit. C'est évitable. Ou non seulement il y a le pilote peut regarder dans ses rétroviseurs, on n'est plus en tour rapide. Donc, on peut jeter un petit coup d'œil. Mais si le tort revient aussi beaucoup à l'ingénieur de piste qui peut mentionner à Pierre Gasly, écoute Pierre, il y a une voiture, Max Verstappen s'en vient derrière toi, il est sur un tour rapide. Et même chose pour dire Carlos Sainz s'en vient sur un tour rapide. Donc, c'est arrivé à 2 reprises. Donc, il y a vraiment un problème au niveau de la communication avec l'ingénieur. Donc, c'était des erreurs qui étaient facilement évitables. Donc, c'est un peu malheureux que c'est arrivé à Alpine. On sait que du côté Alpine, on a eu beaucoup de pression de la part du PDG, du CEO, autant de Renault que Alpine, le manufacturier. Donc, on a mis un peu la pression sur Otmar Szafnauer dans les dernières semaines et sur les pilotes aussi. Donc, on essaye de livrer la marchandise, mais on vient faire une erreur qui nous relègue en 10e position. Donc, c'est pas souhaité pour le week-end. Lui, Hamilton, qui avait pris la 5e place, ben là, il s'est retrouvé à prendre la 4e position. La raison là, pourquoi qu'on s'est retrouvé là avec beaucoup de surprises, là, c'est que Charles Leclerc est sorti en Q1. Ça a causé une surprise. Ça a ouvert la position à plusieurs pilotes, à plusieurs écuries de dire c'est atteignable à tout le monde. On a aussi eu Sergio Perez. On avait parlé des conséquences que le Grand Prix de Miami pouvait avoir sur Sergio Perez. Alors, ce qu'on commence à aller voir là, depuis quelques Grands Prix, on a vu à Monaco, il n'a pas réussi à se ressaisir. Il a fait une frappe dans les premiers instants en Q1.
Et au Grand Prix d'Espagne, tout au long du week-end, il n'a pas été capable de trouver les bons réglages, il était compétitif de signer des temps proches de Max Verstappen, et c'est ce qui est arrivé, là. Il s'est fait sortir en Q2, donc ça a ouvert la porte très grande à son adversaire au championnat du monde et à son coéquipier Verstappen, puis ça a ouvert la porte aux autres écuries aussi. Après ça, t'as George Russell aussi, la misère à trouver des réglages, à apprivoiser la W14 modifiée avec des pontons, donc lui aussi s'est retrouvé dehors de Q2, donc c'était ouvert à tout le monde. Gasly a saisi sa chance, mais il a été pénalisé. Après ça, Hamilton, on disait, lui, il semble plus à l'aise dans la voiture. Là. Il continue de l'apprivoiser, mais il a été capable d'aller chercher des performances pour signer un 5e temps, qui est devenu une 4e position. Après ça, on a Lance Stroll, qui avait signé le 6e temps. Ocon, lui, qui avait signé le 7e. Hülkenberg sur sa Haas, qui lui aussi était derrière. Alonso, là, ça a été la surprise. Alonso n'a pas réussi à aller chercher des bonnes performances. Il a endommagé son plancher. Donc, c'est venu vraiment sacrifier de la performance sur sa AMR 23. Donc, à ce moment-là, il partait plus loin sur la grille. On avait Oscar Piastri, lui aussi, qui a fait un bon temps. Il s'est qualifié 10e. Sergio Perez, 11e. On en a parlé. Suivi de Russell, 12e. Joe, qui a eu une très belle fin de semaine. Lui est arrivé, il a réussi à prendre le 13e rang. De Vries, 14e. Devant Tsunoda, il a réussi à se qualifier mieux que son coéquipier. C'est des résultats qui vont faire du bien à Nick De Vries. On sait aussi que lui aussi, il subit la pression de l'écurie pour aller chercher des performances. Valtteri Bottas, qui semble en vacances depuis le début de la saison, 16e. Après ça, Kevin Magnussen, 17e. Alexander Albon, 18e. Charles Leclerc, 19e. Et Logan Sargent, qui prend sa position, qui semble être rendu une habitude. La dernière, donc la 20e position pour le Grand Prix de dimanche. Et donc, c'est ce qui a mis la table pour le Grand Prix d'Espagne. Voici les résultats du Grand Prix. Dimanche, jour de course en Espagne, c'était la première fois qu'on avait la chance de voir les voitures se mesurer sans la fameuse chicane qui ralentissait tout le monde depuis bien des saisons là, avant la grande ligne droite pour le fil d'arrivée. Donc finalement, cette chicane-là abolie, on pouvait finalement voir ce que ça allait donner lors d'une course en piste. Et moi, j'ai trouvé que c'est quelque chose qu'il faut adopter. Bye bye la chicane, on veut pas la revoir. C'est vraiment, c'est mieux comme ça. Ça a donné place à plus de dépassements. Ça a donné le droit aussi dans les premiers tours, les voitures étaient plus près. J'attends qu'on ait le DRS, on pouvait mieux utiliser cette zone-là pour faire des dépassements. Là, on a vu notamment Fernando Alonso sur Ocon utiliser cet emplacement-là. Ça aurait été beaucoup plus dur dans les années précédentes si on avait eu encore la chicane, cette position-là. Donc, faire ce type de dépassement-là, c'est vraiment favorisé avec la chicane qui a disparu. Donc, les résultats du Grand Prix, ils vont comme si c'est Verstappen qui a signé encore une fois une belle victoire. Ça a été un grand chelem pour lui, une fin de semaine dominante. Qu'est-ce que c'est un grand chelem? Eh bien, il faut remporter les séances de qualification, donc partir premier, décrocher la pole, c'est ce qu'il a fait. Il faut dominer tous les tours d'une épreuve. Donc, il a dominé le Grand Prix de A à Z, c'est lui qui l'a mené. Donc, à ce moment-là, ça, on coche une autre petite case vers le Grand Chelem. Il faut aussi remporter le tour le plus rapide. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait le tour le plus rapide lors du Grand Prix. Donc, ça, c'est une autre petite coche qu'on met dans l'autre case. Et la dernière case que ça prend la victoire. Donc, il faut terminer le Grand Prix et terminer premier. C'est ce qu'il a fait. Donc, il signe un 3e Grand Chelem en carrière. Pour lui, c'est quand même une belle accomplissement chez un pilote. Là, il y a environ peut-être 25, petit peu plus que 25 pilotes dans l'histoire qui ont déjà accompli cet événement-là. Donc, de le faire 3 fois quand tu es seulement âgé de 25 ans, bien, c'est un bel accomplissement. Donc, il faut noter ça. C'est ce qu'il a réussi à accomplir. Durant la course, il n'a pas été vraiment mis à l'épreuve, mis à part un peu Carlos Sainz qui a réussi à venir un peu à côté de lui au départ, mais Verstappen a bien défendu sa position, il a sorti un peu le coude, puis il a réussi à conserver sa position pour gagner ce Grand Prix-là. Il n'a pas été vraiment embêté le reste du dimanche. Après ça, Lewis Hamilton, très belle course. Réussir à aller chercher des performances dans la nouvelle W14. Il a réussi à remporter un podium, terminer 2e. George Russell, qui est venu finir 3e dans des méthodes un peu questionnables. On va en reparler un peu plus tard. Je vais vous donner mon opinion là-dessus sur qu'est-ce qu'il a dû faire pour aller finir 3e. Après ça, Perez, qui a fait une belle remontée, une belle course de Perez. Je m'attendais, moi j'avais prédit que peut-être qu'il pouvait remonter jusqu'à la 2e position, mais on ne sait jamais avec Perez. Puis on sait qu'il y a eu un
week-end difficile, mais de remonter jusqu'à la 4e, je trouve que c'est satisfaisant. Il a rattrapé son erreur du samedi, qui a dû partir le Grand Prix 11e, mais d'aller terminer 4e. On peut dire que c'est une mission accomplie dans son cas. Là. Il a livré ce qu'il était supposé faire. Il fallait au moins qu'il remonte dans le top 5. Il a même failli réussir à rejoindre Russell en fin d'épreuve. S'il y avait eu un peu plus, peut-être des temps un peu plus compétitifs, il aurait pu venir chauffer Russell en fin d'épreuve, mais c'est pas concrétisé pour lui. Saints, 5e. Stroll, 6e. Une belle course dans l'ensemble pour Lance Stroll. Alonso, 7e. Alonso, là, ça, c'est intéressant. En fin d'épreuve, il arrive à l'arrière de Lance Stroll. Il pourrait le dépasser. Il est sur une gomme plus fraîche. Il a plus de vitesse. Il est à moins d'une seconde de son coéquipier. Mais il prend le micro et il dit « Dites à Lance de pas s'inquiéter. Je ne vais pas le dépasser. » Ça, c'est une belle esprit d'équipe. Puis c'est une belle preuve il était vif d'esprit à l'intérieur de sa voiture. Alonso, c'est pas long qu'il a réussi à faire le calcul de dire le risque de dépasser Lance. Je vais aller, après ça, pour l'écurie, on va faire les mêmes points, parce qu'on va finir 6e et 7e de la même façon, sauf qu'on va verser les voitures. Alonso a pas besoin de tant de points que ça pour remporter la 2e place au championnat. Il veut aller chercher Perez, mais Perez ne terminait que 4e dans ce Grand Prix-là. Ensuite, il est pas nerveux pour ça. Là. Lui, là, il dit, je mets pas de pression sur Lance, dites-lui tout de suite, sa place est sécurisée, on prend pas de risque. Il avait déjà endommagé son plancher, il y avait déjà moins de performance dans ce Grand Prix-là à cause des dommages sur son plancher, donc il voulait pas risquer d'aggraver la situation, de coûter des positions à Aston Martin si jamais il y avait eu un accrochage, sans compter les réparations, tout ça que ça a chose. Donc il décide de dire on prend pas le risque, j'y vais pas. Après on l'a questionné aussi à cause du résultat là, les Mercedes en terminant 2e et 3e, eh bien on a dépassé Aston Martin au championnat des constructeurs, puis il a répondu de façon très amusante que c'était la dernière fois qu'il ne terminerait pas sur un podium cette saison. Donc il fait les choses en grand, recule pas devant les risques, il dit que c'était la dernière fois au Grand Prix d'Espagne on le voyait ne pas terminer sur un podium. Donc, il nous promet des podiums pour les prochaines courses dans la saison. Ça va être intéressant de voir si un gars peut livrer la marchandise, et c'est bien lui, Fernando Alonso. Ensuite, suivi, ça a été Ocon qui a terminé 8e sur sa Alpine. Joe qui a terminé 9e avec sa Alfa Romeo. Le saluer, on a Kevin, un de nos membres F1 Podcast qui contribue souvent avec des bons commentaires, qui nous soulignait le travail de Joe lors du week-end, lui qui s'était lancé de la 13e place. C'est sûr que c'est une voiture moins compétitive que les Alpines, que les voitures qu'il y avait autour de lui, mais il a réussi à faire une très très bonne course et j'écoutais même ses commentaires à Joe qui allait dans le même sens que lui, selon lui, il estime que ça a été sa meilleure course en carrière. Donc il a réussi à aller décrocher des points pour Alfa Romeo, des points qui se font rares ces temps-ci, surtout cette saison-ci pour l'écurie. Donc salutations à lui pour son bon travail et à Kevin qui nous a souligné aussi, lui aussi qu'il avait été son pilote du jour selon lui. Gasly dans la Alpine, le numéro 10 qui a remporté la 10e place, lui qui s'est élancé de cette position-là aussi dû au penalty. Donc on voit que ça a coûté cher à l'écurie cette erreur-là. Ensuite, on a quand même réussi au moins à aller chercher le minimum de points, mais c'est quand même décevant quand on pense qu'on était en 4e position. Leclerc a réussi à remonter jusqu'à la 11e place. Lui, là, il s'était lancé des pluies. Il a décidé, suite à sa contre-performance de samedi, de dire on change tout, on modifie tout sur la voiture. J'aime pas le balancement, j'aime pas la vitesse que je génère avec l'arrière-train de la SF23, donc je change tout. Ça a occasionné des pénalités de position, mais ça, on s'en fout, il partait déjà dernier. La seule chose que ça l'a contraint, c'est de dire tu dois t'élancer de la ligne des puits. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est le pari qu'on a tenté chez Ferrari de dire on va s'élancer de la ligne des puits, on va faire des nouveaux réglages. Il y a eu un peu de performance en début de course, c'est sûr, il se mesure à des voitures beaucoup moins compétitives, mais il a bloqué. Rendu au milieu, il n'y a plus de performance de la Ferrari, il n'était plus capable de gagner des positions, de gagner du terrain sur la Alpine de Gasly, donc il a terminé 11e, donc une fin de semaine à oublier pour Leclerc et Ferrari. Tsunoda, 12e. Ensuite, Piastri, 13e. De Vries, 14e. Hülkenberg, 15e. Albon, 16e. Norris, 17e. Qu'est-ce qui est arrivé à Lando Norris? Décevant au départ. Pas juste de la part de Lando. Oui, il a été un peu trop passif. Il a laissé beaucoup trop d'espace à un septuple champion comme Lewis Hamilton. Qu'est-ce qui va arriver si on laisse de l'espace à des gars de la trempe comme Lewis Hamilton? Bien, c'est certain qu'il va la prendre. Il va nous faire payer cher. C'est ce qui est arrivé. Il a fait payer cher la position. Il a gagné une position sur Lando Norris dès le départ. Il aurait dû
le jeune Norris aurait dû être plus agressif, mais il n'a pas encore cette expérience-là de partir au milieu de la tête, un peu trop gentil, il voulait concéder des places. En même temps, il se disait, je me bats peut-être pas avec une Mercedes aujourd'hui, mais ça y a fait mal parce que non seulement Hamilton a réussi à passer devant lui, mais a aussi accroché l'aileron de Norris. C'est venu vraiment bousiller sa course. Là. À cause de ça, Lando Norris a dû faire un arrêt très précoce au puits, changer son arrêt, son aileron avant. Donc, c'est venu vraiment, ça a gâché son week-end de course. C'est de valeur parce que c'était des beaux résultats pour McLaren et il y avait une possibilité de points à la fin de la journée qu'on a perdu avec l'accrochage qui était pas c'était pas prémédité là, c'était pas quelque chose qu'il a voulu Lewis Hamilton nécessairement arracher l'aileron, mais c'est Norris qui s'est mis dans cette position là en concédant une place au départ puis en essayant aussi en positionnant sa voiture dans un drôle d'endroit. Bien là à ce moment-là Hamilton lui a accroché l'aileron. Magnussen 18e, Bottas en vacances 19e et puis Sargent 20e, lui qui a terminé dernier cette épreuve-là. Donc ça a été les résultats du Grand Prix d'Espagne. Les choses à noter, ça a été la performance des Mercedes, même si on a terminé à 24 secondes et 32 secondes derrière Red Bull. Il y a nettement eu une amélioration. C'est sûr que oui, on a retiré Perez dans leurs jambes lors de l'épreuve. On a aussi retiré Leclerc qui n'était pas là. Mais on a quand même eu une belle bagarre en piste là, avec les Aston Martin. Puis on a pu voir qu'il y avait plus de vitesse là, qui était générée par la W14 qu'auparavant. On était capable vraiment de compétitionner. On était plus rapide que les Aston Martin. Là, je vous ai dit aussi là, que j'étais pas content que j'allais revenir sur le sujet de George Russell. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'affaire George Russell? Au départ, là, lui, il s'élance de la 12e place. Puis il décide que le premier virage, il va pas le faire comme tout le monde. Il va court-circuiter le virage. Il a gagné environ 5 positions au départ. Là. Il avait gagné un petit peu avant d'arriver là, mais avec ça, au total, ça fait qu'il gagne 5 positions là, dans le premier tour. Puis en plus, il passe pas sur la piste, il passe hors piste. Les règlements, qu'est-ce que ça dit normalement? On dit que on doit pas gagner un avantage quand on quitte la piste. Donc pour moi, 5 positions, je considère ça un avantage. Ensuite, on dit aussi que à tous les week-ends, on trace que si tu sors à tel endroit, tu dois regagner la piste à tel endroit. Donc, on signalise au pilote de dire, si vous quittez la piste à tel endroit, vous allez devoir la regagner un peu plus loin. Donc, des fois, on va mettre ces espèces de bollards qu'on appelle, là, on peut dire un cône qu'on va mettre au bout, puis on va dire, c'est là, ça c'est l'endroit qu'il faut que tu passes. Puis des fois, on va même mettre un petit trajet. Là. On va mettre un zigzag ou on va mettre deux petits vibreurs juste pour être sûr que la voiture ralentit suffisamment et qu'on gagne pas. On gagne pas de vitesse en passant par là. Mais ça, c'était pas le cas. Ça a été mal géré. George Russell a regagné la piste où ce qu'on lui a dit de la regagner. Donc ça, il n'y a pas de tort là-dessus. C'est une erreur de la FIA et de la Formule 1 qu'on n'a pas vraiment bien mesuré ce que ça donnait en disant tu peux regagner la piste à cet endroit-là, mais on n'a pas mesuré qu'il y avait un avantage à aller soutirer de cette passe-là. Ça devrait plus se reproduire. Ça, selon moi, c'est non. Si tu passes à l'extérieur de la piste, tu devrais perdre du temps, tu ne devrais pas en gagner, ou à ce moment-là, tu devrais être obligé de le redonner. Alors, à ce moment-là, oui, il a gagné un avantage hors piste, même s'il a respecté la trajectoire qu'on lui avait préétablie au début du week-end. L'autre chose aussi, le règlement dit qu'on ne doit pas compléter un dépassement hors piste. Alors, si on regarde, il est égal à la McLaren et à la voiture Haas de Hülkenberg. Il est égal, donc. Mais il décide de dire, pour éviter un contact, ça, je respecte ça, il veut pas avoir un accident, il dit, moi, je quitte la piste pour éviter l'accident, sauf qu'en quittant la piste pour éviter l'accident, il gagne un avantage et complète 2 dépassements. Il complète le dépassement sur 2 voitures. Et ça, on peut pas. On se dit, ça a déjà été fait par le passé. On se rappellera, 2021, Verstappen contre Hamilton au Grand Prix de Bahreïn. Verstappen complète un dépassement, met 2 roues à l'extérieur de la ligne. On dit, t'as complété un dépassement en quittant la trajectoire, en quittant la ligne de course. Donc, tu dois redonner la position. Donc, c'est ce qu'on a vu en fin de semaine. On a clairement vu George Russell compléter un dépassement en quittant la zone de course. Alors, à ce moment-là, il aurait dû redonner ces positions-là. Même s'il était égal ou on estime peut-être un peu plus en avant, le dépassement était pas complété. Le dépassement était vraiment complété par sa sortie hors piste. Donc, à ce moment-là, ce règlement-là n'a pas été respecté. Donc, c'est vraiment
c'est vraiment, pour moi, c'est douteux pourquoi on n'a pas sévi à cet endroit-là. Je comprends qu'il a respecté les limites qu'on a données, mais il doit y avoir des modifications. Si la conclusion de la FIA est que lors du week-end, tous les règlements ont été respectés pour le fait que George Russell a réussi à gagner des positions au départ, si on estime que tous les règlements ont été respectés et que tout s'est fait en bonne et due forme, eh bien, il y a des règlements qui se doivent absolument d'être changés. Sans aucun doute, il y a des règlements qui se doivent d'être changés. On ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir que les limites de la piste nous donnent un avantage. Alors, si on sort de la piste, il faut qu'il y ait un dos d'angle qui soit placé là. Il faut qu'il y ait une petite, juste pour dire quelque chose qui va faire dévier la voiture pour faire perdre du temps à celui qui va décider d'emprunter ce virage-là pour vraiment le démotiver de vouloir utiliser ça dans le futur. Donc, à ce moment-là, pour moi, il y a eu un manque à ce côté-là. Je mets la 3e place de George Russell entre parenthèses. Il a fait un beau travail dans l'ensemble. Il a réussi à conserver sa place. Il a été compétitif. À un moment donné, il pensait qu'il pleuvait, mais c'était juste le sueur dans son casque. Il s'est passé plein de choses. La course, c'était pas juste le départ, mais ce départ-là, ça lui a donné un momentum qu'il n'aurait pas dû. Il aurait dû devoir reconcéder ces places-là et devoir dépasser Piastri et Hülkenberg en piste et non en prenant cette sortie côté jardin qu'il a décidé de prendre dans le départ. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose à modifier pour le futur. C'est pour ça que je n'ai pas donné mon titre de pilote du jour à George Russell, même si c'est lui qui a fait la plus belle remontée. Il partait en 12e place, il a terminé sur le podium. Je ne lui ai pas donné. Je ne l'ai pas donné à Lewis Hamilton non plus, même s'il a fait une belle course, parce que il a quand même arraché l'aileron de son adversaire le plus près, celui de Lando Norris, même si c'était pas voulu de sa part, que c'était juste une erreur, une chose, c'est quand même la personne qui était à côté de toi au départ, qui se battait pour des positions, ben, elle a dû aller au puits parce que tu lui as arraché l'aileron. Donc, à ce moment-là, c'est pas vraiment comme s'il avait gagné des positions fermement en piste. Donc, à ce moment-là, je ne l'ai pas donné, même si je souligne qu'il a fait une très belle course. J'ai donné mon titre de pilote du jour à Sergio Pérez pour sa belle remontée de la 11e place à la 4e, même s'il n'a pas accroché personne, il n'a pas fait d'accident, il n'a pas arraché d'aileron à personne, il n'a pas court-circuité un virage pour gagner 4 positions. Donc, je le donne à Sergio Pérez, qui a été votre choix aussi. Les membres F1 Podcast, c'est lui qui a eu le plus de votes, mais seulement un de plus que le Grand Chelem de Max Verstappen. On l'a souligné au départ, c'est tout un accomplissement, mais je ne lui ai pas remis le titre de pilote du jour, car dimanche, ça le dit, c'est le pilote du jour. Sur l'ensemble du week-end, il a été nécessairement le pilote qui s'est le plus souligné avec le Grand Chelem. Mais pour le Grand Prix de dimanche, ça a été une course, on l'a dit, là, il a été un peu, au départ, il a été challengé un peu, mais par la suite, ça a été vraiment une épreuve assez facile pour lui, même si on sait que ça rencontre des difficultés de mener un Grand Prix, c'est physique et toutes ces choses-là, mais ce n'est pas lui qui s'est le plus souligné dimanche. Donc, mon titre a été, comme vous, remis à Sergio Pérez et c'est lui qui est crédité du pilote du jour pour le Grand Prix d'Espagne, selon les membres de F1 Podcast. Et maintenant, passons à vos questions. La première question nous vient de Tiger, qui nous écrit de l'Afrique du Sud. Et oui, vous êtes nombreux à nous écouter de l'Afrique du Sud, des gens francophones là-bas qui apprécient la Formule 1. On a aussi beaucoup de rumeurs comme quoi vous allez avoir un Grand Prix dans les prochaines saisons. Donc, c'est le fun de voir que la base partisane de F1 là-bas, elle est bien garnie. Et on a beaucoup de messages de votre part et beaucoup d'auditeurs. On les voit sur les statistiques couramment grâce à Spotify, que celle-ci nous rapproche. Là, vous êtes capable de nous écouter partout à travers le monde. Donc, merci pour votre participation. Et la question de Tiger aujourd'hui concerne Lewis Hamilton qui nous demande qu'arrive-t-il avec sa prolongation de contrat avec l'écurie Mercedes? Eh bien, ça tombe à point comme question, Monsieur Tiger, parce que c'est aujourd'hui que Toto Wolff et Lewis se rencontrent. Donc, aujourd'hui même, lundi 5 juin, c'est ce qu'il a confirmé lors de la conférence de presse dimanche après le Grand Prix d'Espagne, comme quoi qu'il rencontrerait Mercedes et Toto Wolff aujourd'hui afin de clarifier le contrat. Est-ce que ça va être de donner ses chiffres à lui ou de se faire présenter les chiffres que Mercedes lui offre? Il l'a déjà mentionné à Monaco comme quoi qu'il y avait une offre sur la table. Donc, est-ce que ça faisait partie des négociations? Fallait-tu simplement qu'il vienne mettre sa signature sur ce bout de papier-là pour l'officialiser? Donc, c'est aujourd'hui que leur rencontre va avoir lieu entre les deux parties. Est-ce qu'on va avoir plus de détails au courant de la journée? À l'heure qu'il est, on n'en a pas. Normalement, ça aurait dû déjà rentrer, donc ça va peut-être être au courant de la semaine. C'est peut-être même à Montréal qu'on va profiter pour faire l'annonce, l'officialiser le Grand Prix lors de la course au circuit Gilles Villeneuve. Donc, ça va être à suivre cette information-là au cours des prochaines semaines, mais on peut vraiment dire à 90%
qu'il sera de retour chez Mercedes la saison prochaine. Donc, oubliez ces rumeurs-là avec Ferrari et toutes ces choses-là. Le septuple champion du monde va rester à la maison et va être là pour plusieurs saisons. Avec les performances aussi qu'on a eues au Grand Prix d'Espagne, peut-être que ça va venir rassurer un peu le clan Hamilton de poursuivre avec l'écurie allemande. La deuxième question nous vient de Marc-Antoine de Saint-Georges-de-Beauce qui écrit sur la page Facebook de F1 Podcast. Croyez-vous que Mercedes peut continuer à développer pour s'approcher de Red Bull? Eh bien, c'est une bonne question, Marc-Antoine. Moi, je garde juste une petite gêne là-dessus avant de me prononcer, car on se rappellera la saison dernière avec la W13 de Mercedes suite au Grand Prix d'Espagne, on était tout contents là-bas. On se disait, on est arrivé, on a réussi à extraire la performance de la voiture, à l'apprivoiser, on a eu des données qui vont être bonnes, qui vont nous servir pour le futur, puis après ça, on connaît la suite, ça a été une catastrophe. Donc, au Grand Prix d'Espagne, il semble que les caractéristiques de la Mercedes sont capables de ressortir et livrer des bonnes performances. Mais on a quand même, la saison dernière, on avait terminé à 32 secondes des voitures de tête, donc de la Red Bull, des deux Red Bull à ce temps-ci. Et ce qui vient de se produire lors du week-end, on a terminé, dans le cas de Lewis Hamilton, je pense que c'est 24 secondes derrière Max et encore un 32 secondes de George Russell de la voiture de Max. Donc, à ce moment-là, on se garde une petite gêne. On va attendre les prochaines courses, surtout Montréal va être un bon indicateur pour savoir si on a retrouvé de la performance chez Mercedes. Est-ce qu'on est capable de connaître la voiture et de savoir comment ajuster les bons réglages pour être compétitif à chaque week-end? Donc, c'est ce que ça va être intéressant de suivre au Grand Prix de Montréal. Mais oui, c'est rassurant. Ce qu'on a vu, au moins, on a une certaine stabilité. La voiture était plus permissive dans les virages. On a aussi eu Lewis Hamilton qui avait beaucoup plus de plaisir à la conduire. Donc, ça, c'est un côté positif pour l'écurie Mercedes. Donc, ça va être à suivre dans les prochaines semaines de voir à ce moment-là. On va continuer de développer. Et puis, ce qu'il faut tenir en compte aussi, le facteur, c'est les temps de développement. Donc, les temps vont être beaucoup plus favorables pour les écuries comme Aston Martin et les écuries comme Mercedes. Là, pour donner un exemple avec les blocs, on a des blocs pour aller dans les tunnels de soufflerie. Donc, pour Red Bull, on a environ 205 blocs, donc des blocs d'heures ou des blocs de temps pour se servir de la soufflerie. Mais ce 205 blocs-là versus Aston Martin en ont 320. Donc, c'est plus de 100 blocs, plus que 100 blocs qu'on a disponibles pour faire des études en soufflerie, pour développer la voiture, la Aston Martin. C'est le même cas pour Mercedes. Puis là, en prenant le deuxième rang du championnat, ça va venir sacrifier un peu de temps qu'on va avoir le droit, qui vont être alloués. Parce qu'on sait que les temps maintenant sont alloués avec les ordres du championnat de l'année dernière, plus les ordres de championnat qui se passent présentement. Donc, c'est tout calculé ça par la FIA. Ça vient un peu mélangeant au bout de la ligne. Mais vous pouvez prendre en considération que avec la pénalité puis avec la position que Red Bull occupe, on enlève environ plus d'une centaine de blocs de temps en soufflerie pour faire le développement. Donc ça va venir peser dans la balance. On sait qu'il reste encore beaucoup de courses là à venir. Ça finit à la fin novembre. Donc oui, du côté de Mercedes et Aston Martin, si on a ces blocs-là, on va être capable de les mettre à bon escient et de rattraper les Red Bull. Mais aussi du côté de Mercedes, si on est en train de voir qu'on a pris la bonne direction avec les nouvelles caractéristiques, avec la nouvelle conception, on va être capable de continuer à mettre de l'argent et aller dans cette direction-là. Donc oui, on pourrait se rapprocher des Red Bull, mais ça va être à suivre là, pour vraiment tirer une conclusion de savoir si on est dans la bonne direction chez Mercedes. Ça va prendre encore quelques Grands Prix. Là. D'ici le Grand Prix d'Angleterre, on va être capable de vraiment voir si on s'en va dans la bonne direction de ce côté-là. Merci d'avoir été là pour aujourd'hui. Nous allons être de retour lundi prochain avec une capsule dans le casque. Suivez notre page Facebook pour avoir les détails de quel pilote nous allons dresser son parcours qu'il a dû suivre pour atteindre la Formule 1. D'ici là, soyez sûr de nous suivre sur Spotify pour avoir les notifications lors des nouveaux épisodes. Et ici, nous suivre sur Facebook à notre page F1 Podcast. Vous allez avoir des nouvelles ainsi que des articles à tous les jours de la semaine sur les heures de dîner. Et aussi, soyez sûrs, vous pouvez nous écrire pour déjà prendre vos places pour les questions qui vont suivre lors des épisodes des prochaines semaines. On va mettre la table aussi pour le Grand Prix de Montréal. Il y aura plusieurs petites
nouvelles sur notre site envisageant pour le Grand Prix qui va avoir lieu au circuit Gilles Villeneuve. Donc, soyez à l'affût. Notre courriel, si vous voulez nous écrire, F1podcast en un mot, en commercial gmail.com. La même chose pour la page de Facebook, F1 Podcast. Ça, c'est pas en un mot, mais vous allez la trouver. Donc, suivez-nous un peu partout sur les réseaux sociaux et on tombe vraiment en mode Grand Prix du Canada. Donc, ça va être intéressant dans les prochaines semaines. La ville de Montréal va vivre la F1, ça va respirer la F1, ça va sentir la F1 au grand détriment des gens, des résidents de Saint-Lambert. Eh bien oui, c'est la semaine où ce que ça va sentir la Formule 1 partout dans la ville. Il va y avoir du bruit, il va y avoir des activités. C'est vraiment le lancement de l'été dans les prochaines semaines à Montréal. Donc, soyez avec nous pour vivre ça à travers notre page Facebook, notre Spotify et tous nos réseaux sociaux. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine pour un autre épisode de F1 Podcast.